Et donc j'ai le grand plaisir de vous inviter à l'histoire, comment le chat a conquis le monde. Le mode de vie des êtres humains préhistoriques a été influencé fortement par le climat. Au Pléistocène, on avait des fortes glaciations, et surtout la dernière ère glaciaire, il y a 25 à 20 000 ans, qui a été suivie par un réchauffement climatique fort, qui a abouti à l'Holocène à partir de 14 000 ans, à 11 000 ans. Alors que pendant le Pléistocène, donc pendant cette période où on avait des fluctuations climatiques avec un moyen assez froid, les êtres humains en Eurasie étaient des chasseurs-cueilleurs. Donc pendant la plus grande partie de notre histoire, les êtres humains avaient un mode de chasseur-cueilleur. Et à peu près il y a 14 000 ans, le loup a été domestiqué, ce qui a rendu beaucoup plus efficace la chasse de gros gibier. Et pendant longtemps, le chien est resté le seul animal domestiqué. Il y a à peu près 13 000 à 10 000 ans, le mode de vie a changé au Proche-Orient, dans le croissant fertile ici. Suite au réchauffement climatique, il y avait donc la transition Pléistocène-Holocène que vous voyez là avec la courbe de la température. Et ceci a abouti à un changement du mode de vie. Ça a d'abord été une augmentation démographique de la population au Proche-Orient. Et les chasseurs-cueilleurs, ensuite, se sont sédentarisés. Ils ont fondé les premiers villages, puis des villes, et ont commencé à domestiquer les plantes et animaux, et sont devenus des agriculteurs. Ça, c'était un changement profond et un événement fondateur de nos sociétés actuelles. Ce style de vie néolithique a été exporté ensuite vers l'Europe par des migrations de ces premiers agriculteurs néolithiques avec leurs plantes et animaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur le chat ? Les autres animaux, vous allez avoir un exposé de Thierry Grange tout à l'heure sur les aurochs comme représentants des animaux domestiqués, mais des animaux qu'on a mangés. Alors, les chats, ce n'est pas le cas. Au moins aujourd'hui, on ne les mange plus, et de toute façon, on ne l'a jamais mangé à grande échelle. Donc, qu'est-ce qu'on sait de la domestication du chat ? Maintenant, on peut comparer avec les chiens. On est tous d'accord, je pense, que le chien est très différent des loups. Alors que les chats domestiqués sont très peu différents des chats sauvages. Ça, c'est un chat sauvage d'Afrique du Nord et de Proche-Orient. Et ça, c'est un chat domestiqué. C'est presque la même chose. Les chiens sont très diversifiés. Regardez. Tout ça, c'était des loups à l'origine. Maintenant, les chats, bon, il y a aujourd'hui des petites différences, mais finalement, ce n'est pas du tout comparable avec les chiens. On est d'accord ? En fait, les chiens ont été sélectionnés pour des caractéristiques physiques qui sont associées à des tâches spécifiques. Chien de chasse, chien de garde, chien de sauvetage, etc. Et ça se voit aussi dans leur génome. Ils ont profondément changé leur mode de vie, eux aussi, pas seulement les êtres humains. Donc les êtres humains se sont mis à manger des céréales, donc le chien aussi. Et on voit ça dans le génome. Par exemple, le chien aujourd'hui est capable de digérer des carbohydrates. Le chat, la diversité est uniquement dans la couleur du pelage, mais pas vraiment dans la morphologie. Et en plus, ça date que du 19e, 20e siècle, où toutes ces races ont été sélectionnées. Avant, il n'y en avait pas. Et même ça, c'est vraiment pas très, très significatif. En plus, il n'y avait jamais une sélection très forte pour des tâches spécifiques chez les chats. Les chats sauvages font exactement la même chose que les chats domestiqués. Ils chassent des rongeurs. Et ils agressent des animaux venimeux, c'est-à-dire des animaux très dangereux comme les serpents ou les scorpions. Donc, le chat, aujourd'hui, fait toujours la même chose que les chats sauvages.
Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y avait domestication? Et quand on regarde le génome, c'est-à-dire l'ADN du chat domestique actuel, il y a seulement 13 gènes qui ont changé. Et ces 13 gènes concernent surtout le développement neuronal, c'est-à-dire le comportement. Donc le comportement est concerné par la domestication. Et en fait, c'est vrai, on voit, le chat sauvage est un animal solitaire qui ne supporte pas d'autres chats, qui fuit la présence des humains, alors que les chats domestiqués supportent d'autres chats et parfois aussi les êtres humains. Ceux qui ont des chats sont certainement d'accord avec moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur la domestication du chat? Quand et où? Et qu'est-ce qui dit l'archéologie? Bon, les restes de chats dans les sites archéologiques sont rares, puisque le chat n'a pas été une espèce de subsistance. Ça a été mangé ou chassé aussi pour la fourrure, mais pas à grande échelle. De toute façon, c'est déjà difficile de trouver un chat dans la forêt. Donc, il y a peu de différenciation ostéologique entre les chats domestiques et les chats sauvages en plus. Donc, l'approche morphométrique où on mesure les os n'est pas couronnée de succès. Et les interprétations actuelles sont basées sur un nombre limité de sites archéologiques en plus, qui sont caractérisés par un contexte archéologique exceptionnel et surtout à Chypre, où il n'y avait pas d'indication que les chats sauvages étaient une espèce indigène sur cette île. Mais on a trouvé des restes de chats qui sont plus anciens. Donc il n'y avait pas de restes plus anciens sur cette île avant 7500 avant notre ère. Après, on en a trouvé dans une tombe d'enfant, on a trouvé le squelette d'un chat datant à peu près 7500 à 7200 avant notre ère. Et donc, puisque le chat n'est pas un nageur, ne va pas traverser la mer pour arriver sur l'île, on peut supposer que cette translocation a été faite par les êtres humains. Donc, il a accompagné les êtres humains quand ils ont fait le voyage vers l'île de Chypre, et peut-être il a été apprivoisé. Mais c'est une hypothèse. Deuxième site important, c'est en Égypte, Hierakonpolis, c'est en Haute-Égypte ici, c'est pendant la période prédynastique, 4e millénaire avant notre ère, où une fosse circulaire a été trouvée qui contenait les squelettes de 6 chats, des mâles, femelles et des petits chatons. Et ces chats n'étaient pas apparentés selon les mesures morphométriques et peut-être gardés en captivité avant leur sacrifice. Ça, c'était la conclusion des archéologues. Donc, on peut faire l'hypothèse qu'ils étaient apprivoisés. Mais là aussi, c'est une hypothèse, c'est pas sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait des chats ou de la domestication des chats? Bon, on a une deuxième lignée d'évidence, c'est l'iconographie. L'iconographie, surtout en Égypte. C'est la source la plus riche et la plus ancienne qui témoigne du processus de domestication. Donc, pendant le 2e millénaire avant notre ère, il y avait une évolution dans l'iconographie du chat vers un contexte domestique. D'abord, le chat a été représenté comme dieu du soleil Ra, sous forme du grand chat qui tue le démon serpent Apophis, sanglant. Ensuite, on voit les chats qui chassent au marais avec des chasseurs égyptiens. Donc, il s'est rapproché des êtres humains. C'est le chat au marais. Et apparaît en même temps, et de plus en plus fréquemment, le chat sous la chaise dans les maisons d'élite, surtout sous les chaises des femmes, des rois, des reines et des nobles. C'est le chat sous la chaise. C'est un motif qui est récurrent. Donc, on a l'impression qu'il y avait une sélection des chats plus habitués au contexte domestique au cours du temps. Ensuite, en Grèce aussi, on voit les chats apparaître dans un contexte domestique. Ici, c'était
pour des combats avec les chiens, par exemple, ou pour jouer avec des jeunes gens. Maintenant, pour vraiment connaître le processus de domestication, il faut faire des analyses génétiques, et je vais vite rappeler la génétique qui étudie et analyse les caractères héréditaires des êtres vivants. Et ça, à travers leur génome, donc l'ensemble du matériel génétique d'un être vivant, dans l'ADN et les supports, ici l'ADN, la molécule d'ADN. Et ce matériel génétique est transmis à chaque génération pour assurer la production d'organismes dont l'organisation physique et physiologique reflète en grande partie celle des parents. Donc on peut faire avec ce type d'analyse, on peut obtenir deux grandes lignes d'information, la généalogie et aussi sur les caractères morphologiques et physiologiques de l'individu. On a deux molécules différentes, on a d'un qu'on peut analyser, qui nous donne des informations différentes, l'ADN mitochondrial, qui nous donne des informations sur la généalogie, puisque c'est transmis, c'est une molécule et transmise par la mère uniquement, et l'ADN nucléaire dans le noyau, qui nous donne l'information sur les caractères physiques des individus. Donc, comme j'ai dit hier, l'ADN mitochondrial nous raconte l'histoire de la lignée maternelle, chromosome Y, lignée paternelle, mais on ne va pas parler aujourd'hui, et l'ADN nucléaire, c'est hérité de tous les ancêtres, nous raconte l'histoire de tous nos ancêtres, donc de la population. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait des chats ? On sait qu'il y a 5 sous-espèces des chats. Le chat libica, c'est surtout 3 dont je vais parler aujourd'hui. Libica, Felis sylvestris libica, qui est le jaune ici, en Afrique du Nord et au Proche-Orient, Felis sylvestris, qui est le chat sauvage en Europe, et Felis sylvestris ornata, qui est en Asie du Sud. Et quand on analyse l'ADN mitochondrial des chats actuels, on voit que ces 5 sous-espèces sont bien distinctes dans l'arbre phylogénétique, donc on peut bien les caractériser avec l'ADN mitochondrial. Et on a vu, ça a été décrit en 2007, que tous les chats domestiques descendent du chat libica, donc le chat de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Donc tous nos chats viennent de là. Ça, c'était vu au niveau de l'ADN des chats actuels. Maintenant, avec ce type d'analyse, on a vu qu'il n'y avait aucune structure de chats, des populations de chats. On ne pouvait pas dire quelle était la différence, comment ils se sont structurés, les populations. Donc on ne peut rien en tirer par rapport à leur origine et par rapport à au processus de domestication. Donc cette absence d'une structure phylogéographique, comme on dit, parce que phylogénétique, c'est-à-dire l'évolution, et géographique par rapport à la distribution des chats, qui, je rappelle, sont des êtres solitaires et territoriaux, donc ils ne vont pas bouger beaucoup. Et ça, c'est dû à 2 biais. Déjà, un biais d'échantillonnage, parce que le chat, comme j'ai dit avant, le chat sauvage et le chat domestique, ils se ressemblent beaucoup, donc c'est difficile de les distinguer. Et donc, il y a certainement un biais d'échantillonnage. Et en plus, les chats sauvages, aussi bien libica que sylvestris et ornata, ils s'accouplent. Ils font des petits, donc ils font des hybrides. Et donc ça bouleverse l'image et ça nous empêche d'avoir une structure de population. Donc, afin de retracer le processus de domestication et de diffusion du chat, il faut analyser la génétique des chats du passé. Donc, on a fait ça et on a cherché à établir ce patron phylogéographique en Europe et en Asie qui existait avant les néolithiques, avant ces migrations néolithiques. Et on a cherché à observer l'évolution de ce patron phylogéographique au cours du temps. Et d'abord, est-ce qu'il y avait un changement? Quand est-ce que ça s'est produit? Et où est-ce que ça a changé? Donc, l'ADN ancien, on le sort des dents, des cheveux, poils, os, peau, ongles, griffes, sabots. Ça, c'est un petit chat momifié. Donc, tous ces tissus donnent de l'ADN, plus ou moins préservé. Là, on a dû travailler
parce que l'ADN ancien est fortement dégradé. Marie-Claude en a parlé hier. Donc on a très peu de molécules, les molécules sont très fragmentées et l'information génétique est transformée. Donc c'est un vrai défi méthodologique. Donc c'est pas facile de les analyser. Et il faut, à cause du fait que l'ADN ancien est rare, contient peu de molécules endogènes, très sensible à la contamination par l'ADN moderne. Donc on doit travailler dans des laboratoires de haut confinement, mais ça c'est pas tout, ça c'est juste une nécessité, mais ça suffit pas. Donc puisqu'on savait, on va devoir analyser des chats aussi bien en Afrique du Nord, en Égypte, en Proche-Orient, là où le climat est très chaud, et on sait que l'ADN ancien se dégrade le plus quand la température est chaude, élevée. Donc, on a dans notre publication, ça fait 2 ans, avec Claudio Ottoni qui était postdoc dans notre labo ici, et avec les archéologues ici, Wim van Aert comme représentant. On a échantillonné tout autour de la Méditerranée jusqu'en Afrique et surtout ici dans des régions où le climat est chaud. Et donc, on a vraiment conçu une approche méthodologique qui nous permet d'analyser très peu d'ADN de manière très efficace et des tout petits fragments. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que avant la néolithisation, c'est-à-dire avant la sortie des premiers agriculteurs néolithiques à partir d'Anatolie pour aller en Europe, on n'a trouvé que des chats européens en Europe. Aucun autre chat ici. Et en Anatolie, on a trouvé un chat libyca. Donc les chats de l'Afrique du Nord et de l'Asie du Sud-Ouest étaient aussi en Anatolie. Donc on a bien eu cette information qu'on a cherchée. Il y avait structuration phylogéographique. Les populations des chats ou sous-espèces, ça ne veut pas dire grand-chose, donc ces populations différenciées étaient bien différentes dans différentes régions géographiques. Donc on avait une structure. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au début du néolithique ? Invention de l'agriculture en Asie du Sud-Ouest. Les premiers agriculteurs sont sortis avec leurs animaux, on va en parler à nouveau avec Thierry Grange tout à l'heure, sont partis vers l'Europe lors de ces migrations néolithiques. Et on trouve, avec les premiers agriculteurs néolithiques, on trouve aussi le chat anatolien apparaître dans des sites néolithiques en Asie, dans les Balkans, en Europe du Sud-Est. Donc ça, c'est quand même une indication très forte que les chats ont accompagné les premiers agriculteurs sur leur migration et donc étaient déjà dans un contexte domestique. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comment ça s'est produit ? Bon, les premiers agriculteurs ont accumulé des graines, des tas de graines, toute leur récolte, et ça a attiré évidemment les rongeurs. Et les rongeurs peuvent détruire toute une récolte très efficacement. Mais il y avait des chats sauvages autour. Et les chats sauvages, ceux qui étaient le moins farouches, disons, qui avaient le plus de courage, ou plus faim, je ne sais pas, se sont rapprochés de ces villages des premiers agriculteurs et pour se nourrir de ces rongeurs. Les premiers agriculteurs étaient tout contents. Enfin, ils avaient des soldats qui les ont aidés dans leur défense de leur récolte. Et donc, ils ont laissé faire à ces petits chats qui étaient autour. Et en plus, les chats sont aussi très efficaces pour tuer des serpents et des scorpions. Et ça, c'était un vrai fléau au Proche-Orient et en Égypte. Donc, les chats étaient juste absolument bienvenus et l'animal de compagnie parfait. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans l'analyse des momies égyptiennes de chats, où l'ADN est vraiment mal préservé, très très mal préservé? On a trouvé une autre lignée spécifique de l'Égypte qui, ensuite, à partir de l'époque ptolémaïque, s'est diffusée très rapidement, très efficacement dans le bassin méditerranéen. C'est l'orange là. Et ils ont remplacé
Une grande partie des chats en Anatolie, où il y avait les chats jaunes, là, les Anatoliens, indigènes, apparemment, ces chats égyptiens avaient quelque chose qui était très attractif pour les êtres humains de l'époque. On a trouvé aussi dans un port en Égypte, l'Égypte romaine, donc période romaine, on a trouvé un chat, la lignée Ornata, c'est-à-dire la lignée mitochondriale du chat de l'Asie du Sud. Maintenant, on sait que ce port-là était un port qui avait des liens commerciaux très vivaces avec l'Inde. Donc les marins sont allés 2 fois par an faire les allers-retours entre l'Inde et l'Égypte. Et bon, ils ont amené des chats de l'Inde vers l'Égypte, et probablement vice-versa. Donc les chats, c'est très clair, ils ont habité les bateaux, et ils ont voyagé avec les êtres humains partout dans le monde. Et les chats, les lignées égyptiennes se sont répandus partout dans le monde, et on a trouvé des Égyptiens même dans un site viking, ici, sur la mer Baltique. Donc, probablement, dès qu'il y avait les chats, ils aiment beaucoup manger les poissons, et ils étaient dans le port, et ils ont vu aussi les rongeurs sur les bateaux, et donc, ils se sont introduits dans les bateaux, ou bien étaient emmenés sur les bateaux par les marins. Je rappelle que le British Navy, donc la flotte anglaise, avait comme obligation, jusqu'à 1975, d'avoir des chats sur le bateau. Parce qu'un chat sur le bateau, ça prévient les rongeurs de ne pas seulement détruire la nourriture, mais en plus détruire tout ce qui est organique, c'est-à-dire les cordes, les toiles, le cuir, ce qui est quand même absolument nécessaire pour la survie des marins. Donc, après, pendant l'Empire ottoman, les lignées égyptiennes reculent et atteignent un équilibre qu'ils ont maintenu depuis. Donc on a aujourd'hui dans les chats domestiques aussi bien des chats d'origine d'Égypte qu'anatolienne. Donc on peut maintenant résumer que la domestication originale du chat avait bien lieu au Proche-Orient et était suivie de la diffusion dans le monde ancien. Le chat égyptien était apprivoisé probablement indépendamment, et semble avoir été très attractif pour le monde antique, vu son succès de diffusion. Après, il y avait donc diffusion partout dans le monde ancien par le bateau, donc Ornata, ici l'Indien jusqu'en Afrique, l'Anatolien partout dans le monde, jusqu'à aujourd'hui où ça s'est fait vraiment mondialement, sauf en Antarctique, et l'Égyptien aussi partout dans l'ancien monde. Donc la diffusion du chat se produisait le long des routes de commerce et de guerre. Ici, ça c'était les routes de colonisation phénicienne des Grecs. On peut imaginer, là on n'a pas de données, mais c'est assez sûr qu'ils ont commencé à être diffusés avec les Phéniciens et les Grecs. Après, c'était les Romains, évidemment, et après, on avait toutes ces routes de commerce aussi. Donc, ce n'était pas seulement les guerriers, mais c'était aussi toutes les routes de commerce, la route de la soie, et la route de l'encens, et la route de la cannelle, etc. Et ensuite aussi les routes de conquête des Vikings. Voilà, donc les Vikings ont apparemment bien aimé les chats égyptiens. Donc, les chats ont accompagné les migrants, pas seulement les néolithiques, mais ça a commencé avec les néolithiques, et plus tard, aussi les commerçants et les guerriers égyptiens, phéniciens, grecs, romains, byzantins, vikings, etc. C'est comme ça qu'ils ont conquis le monde, avec les êtres humains. Donc, ils nous racontent, en fait, vraiment l'histoire humaine. Donc, l'histoire de notre espèce. On a regardé, on voulait savoir comment des caractères physiques ont changé au cours du temps. Et là, on a pris un exemple, le patron du couleur du pelage. Tous les chats sauvages sont tigrés. Beaucoup de chats domestiques, aujourd'hui, sont marbrés.
Et c'est même utilisé pour distinguer aujourd'hui les chats sauvages des hybrides. Et quand on regarde l'iconographie, on voit très bien, les chats en Égypte sont tous tigrés dans l'iconographie de l'Égypte ancienne. Et les chats dans l'Empire romain sont aussi tigrés. Donc on n'a pas d'indication pour du patron marbré dans le monde ancien. Maintenant, la génétique moderne chez les félidés a identifié une mutation qui est responsable du changement du pelage caractérisé biochimiquement et génétiquement. Donc ça change le pelage du tigré vers le marbré. Une mutation, et ça c'est idéal pour nous, parce qu'on peut très bien le retracer dans nos échantillons anciens. Et c'est ça ce qu'on a fait. On a vu que cette mutation qui est responsable pour le patron de marbré est apparue en Asie du Sud-Ouest au temps de l'Empire ottoman et a ensuite s'est répandue dans la population des chats domestiques. Donc c'était une émergence assez tardive chez les chats domestiqués d'un trait phénotypique. Donc, à nouveau, ça souligne le fait que les chats, en fait, n'ont pas été vraiment sélectionnés. Le chat, tout simplement, était parfait pour les êtres humains dès le départ. Il a exactement fait ce qu'on voulait. Ce n'était pas un animal dangereux. Il ne fallait pas l'apprivoiser vraiment. Et donc, il était juste un superbe accompagnateur, nous a accompagnés dans nos voyages. Et donc, ça veut dire aussi que le contrôle de la reproduction était tardif. Et c'est vraiment le contrôle de reproduction qui est le signe de la domestication d'un animal. C'est uniquement qu'on contrôle leur prolifération, leur reproduction, qu'un animal est domestiqué. Avant, on peut dire qu'elle était peut-être apprivoisée, mais ce n'est pas la domestication. Thierry va en parler tout à l'heure. Donc les chats, en fait, c'est très très récent, probablement, qu'il a été vraiment domestiqué. Aujourd'hui, les chats dans les villes est contrôlé, sa reproduction est bien contrôlée, on est d'accord. Mais encore aujourd'hui, dans les villages à la campagne, ou carrément les fermes à la campagne, les chats s'hybrident, s'accouplent avec des chats sauvages. D'autant plus dans le monde africain ou asiatique, où il y a beaucoup moins où les gens ne font pas attention à ça, et donc où il y a encore un peu de chats sauvages. Maintenant, le chat sauvage partout est en déclin, donc en Europe, on arrive à le sauver. Mais le chat sauvage est vraiment en déclin. Donc, évidemment, ça diminue l'opportunité pour le chat domestique de s'accoupler avec le chat sauvage. Donc, tout ça, ça va dans le sens que le chat domestique est vraiment domestiqué maintenant. Donc, on peut conclure que la domestication de chats a été fait au travers de l'établissement d'une relation commensale avec les êtres humains, parce que les chats ont profité, les êtres humains ont profité, mais les deux partenaires n'ont rien changé dans leur comportement ou dans leur mode de vie. On a pu mettre en évidence une sélection tardive des traits physiques, et donc indication, ou ça suggère au moins qu'il y avait une domestication aussi très tardive. Ça, on va analyser maintenant en analysant vraiment des génomes, parce qu'il faut regarder quels sont les changements des parties génomiques. Mais ça, je vous raconte au prochain festival. On a pu mettre en évidence que les chats domestiques ont été diffusés avec les migrants, avec les commerçants et avec les guerriers. Donc, c'est vraiment à travers les chats qu'on peut aussi raconter l'histoire récente des êtres humains. Je vous remercie.